Quand on me pose la question de savoir ce qui est une coopération réussie, j'ai du mal à y répondre. Mais je sais que le fait de commencer à entrer en dialogue avec un territoire voisin, c'est déjà coopérer. Et le fait d'identifier des axes communs de coopération, c'est déjà une forme de coopération en soi. Pour assurer une bonne coopération externe, le premier conseil, c'est déjà de s'assurer d'une excellente coopération en interne. Tout d'abord, c'est de prendre le temps de comprendre les enjeux. Je le disais à mes collègues quand j'étais à la métropole de Grenoble, travailler dans une structure intercommunale, métropolitaine, c'est déjà, pour faire passer un certain nombre de projets et d'enjeux, très complexe. Parce qu'il faut que les élus des différentes communes qui composent ce territoire soient conscients des enjeux et acceptent de porter ces enjeux sur l'ensemble du territoire. De la même manière, pour un technicien, quand on est face à l'ensemble des équipes d'une métropole, il faut qu'on arrive à mobiliser ces équipes sur un certain nombre d'enjeux et à leur faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a à coopérer avec des territoires voisins. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est qu'il faut également qu'en face, les territoires voisins soient dans la même dynamique. Sinon, on n'est pas dans du dialogue, on est dans un monologue, il n'y a pas de réciprocité. Et malheureusement, tous les territoires ne sont pas dotés de la même manière aujourd'hui sur ces questions de relations et de dialogue interterritorial. Et du coup, ça signifie aussi pour les agents des métropoles une implication presque double sur ces sujets pour pallier parfois les déficits en ingénierie de certains territoires. L'un des éléments également que je souhaitais évoquer, c'est, tout à l'heure j'évoquais le fait de fédérer un certain nombre d'acteurs autour des projets de coopération et de la difficulté à le faire quand on est à l'échelle métropolitaine avec d'autres territoires, simplement parce qu'il ne faut pas décrocher la base. Mais comme pour n'importe quelle politique métropolitaine, à partir du moment où les élus des communes qui constituent la métropole ne comprennent pas le sens et les raisons d'un projet de coopération, on a, j'allais dire, peu de chances que la coopération aboutisse, en tout cas beaucoup de chances qu'elle soit remise en question systématiquement lors de votes en conseil communautaire ou métropolitain. Donc vraiment s'assurer d'une démarche pédagogique permanente auprès des élus de l'ensemble des territoires et évidemment du conseil métropolitain ou du conseil communautaire dont on dépend. On sent que dans les relations interterritoriales, souvent, et ça rejoint la question de la légitimité, un chargé de mission de coopération qui doit aller rencontrer des directeurs généraux de services d'autres intercommunalités n'a pas véritablement la légitimité et la casquette adéquate. Donc, il faut s'assurer d'avoir une lettre de mission du DGS, il faut s'assurer d'avoir la légitimité portée au plus haut niveau, parce que la coopération, finalement, c'est souvent la parole du président de l'Interco et du DGS de l'Interco qui est portée à l'extérieur du territoire. Et sans cette légitimité, peu de coopérations peuvent voir le jour, et surtout le chargé de coopération n'arrivera pas à se faire entendre de ses collègues techniciens des autres territoires. L'un des autres aspects qui a été beaucoup pris en compte par des territoires qui se sont constitués en pôle métropolitain, c'est de tenir compte à la fois de l'histoire et d'éléments symboliques qui relient les territoires. Pour nous, sur l'agglomération, enfin sur la métropole grenobloise, c'est aujourd'hui encore un peu compliqué. On a à la fois une histoire commune qui est certainement liée aux montagnes et au berceau de la Révolution que constitue Grenoble et Visil. Mais on a encore un peu du mal à écrire cette histoire commune et à faire ressortir le côté symbolique qui pourrait faire en sorte que chacun s'y retrouve. Alors, l'un des éléments également extrêmement importants, c'est l'anticipation des moyens qu'on peut accorder à la coopération. Et là, je parle en interne, dans chacune de nos structures. On disait tout à l'heure qu'il est parfois difficile de mobiliser des équipes qui ont pour habitude de travailler sur leur territoire. Il faut, au moment où on travaille sur les projets de coopération avec ces équipes,
quelle qu'elle soit, économique, technique, agroalimentaire ou autre, définir quels peuvent être les moyens alloués à la coopération. S'il n'y a pas de moyens alloués à la coopération, il est peu probable qu'un certain nombre de projets voient le jour l'année suivante ou dans les années qui suivent. Le premier conseil que je donnerais à un chargé de coopération, c'est d'expliquer et de comprendre et d'expliquer à sa propre hiérarchie que le temps de fonctionnement, le temps d'élaboration de la coopération n'est pas le même que le temps classique d'une collectivité. On a souvent l'habitude de dire que le temps politique n'est pas le même que le temps technique. Eh ben, on va en rajouter une couche. Le temps politique n'est pas le même que le temps technique, mais quand on est dans la coopération, on démultiplie ces temps. Et parfois, il faut beaucoup de temps pour que tous les territoires s'accordent sur un sujet qui peut paraître parfois assez banal. Finalement, les institutions, les territoires ne sont que des éléments qui sont là ou des acteurs qui sont là pour impulser ces dynamiques. Mais derrière, bien souvent, ce sont des acteurs privés qui vont prendre le relais de cette coopération ou parfois qui vont la précéder. Et sur certains territoires, aujourd'hui, les acteurs privés sont déjà en forte coopération, alors même que les institutions ont plus de mal à suivre. Et il ne faut surtout pas oublier que le rythme de vie d'une collectivité, d'une institution n'est pas le même que celui d'une société privée et d'une entreprise privée. Donc il faut appréhender cette différence de rythme. La différence de rythme entre la prise de décision politique et le travail technique, la différence de rythme entre la vie publique et la vie privée, si j'ose dire, en tout cas l'entreprise privée, la vie de l'entreprise privée. C'est peut-être l'une des fonctions les plus complexes pour un agent territorial chargé de coopération, c'est d'être un peu à la croisée entre des décisions politiques, des enjeux techniques et des enjeux d'aménagement plus économiques et privés sur lesquels les leviers sont moins évidents. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à saisir toutes les opportunités, y compris les plus petites. Parfois, la construction d'une coopération ne passera pas par un énorme projet. Parfois, ça va passer par des tout petits pas faits les uns envers les autres, par la question de l'ingénierie partagée. Le fait de partager, ne serait-ce qu'un poste d'ingénierie entre plusieurs territoires, constitue déjà un acte de coopération relativement fort. Parce qu'on dépasse la logique purement territoriale et qu'on fait confiance à un agent ou à plusieurs agents, si c'est le cas, pour mener des projets en estimant que ces agents vont mener des projets dans l'intérêt de l'ensemble des territoires et pas dans l'intérêt d'un seul territoire. Parfois, il est plus efficace de se concentrer sur quelques projets de coopération et de le mener à bien, plutôt que de vouloir présenter un éventail de coopération trop important et finalement sur lequel on arrive au bout à ne rien faire aboutir. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et pas forcément sur les plus gros projets d'ailleurs, qui peuvent être les plus complexes et les plus risqués à faire aboutir. À partir du moment où la relation de confiance sur un petit projet existe entre élus de différents territoires, alors on peut peut-être passer à la marche supérieure et ainsi de suite. Je vais vous dire que pour moi, une coopération réussie, c'est déjà une mise en dialogue des territoires, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi une coopération réussie, c'est une coopération qui aboutit à améliorer le quotidien des citoyens de plusieurs territoires simultanément.